bienvenue à cette deuxième édition donc, des Rural Sciences. Je voudrais juste dire un petit mot sur l'origine de ce cycle de conférences avant d'introduire notre intervenante de ce soir. Donc, les Rural Sciences, c'est l'objectif de ramener aussi des intervenants scientifiques ici à Forcalquier. On évoquait tout à l'heure en introduction, en partage avec notre intervenante, qu'il y a eu jusqu'en 2019 ici un cycle de master en analyse sensorielle. Voilà pourquoi la configuration aussi de cet amphithéâtre. Et puis, des raisons de fusion, de réorganisation des universités ont fait que tout ce volet-là est reparti sur Aix-Marseille. Donc aujourd'hui, on essaie de reconstruire du lien avec le milieu universitaire sous différentes formes. Et ce cycle donc de conférences en est une. On a essayé de réfléchir à des thèmes qui soient des thèmes à enjeu aussi pour le territoire, en lien avec notre université. On revendique cet ancrage territorial. Et donc le premier sujet avait été autour de l'hydrogéologie de la Haute-Provence. À l'époque, quand on était dans la programmation, ceci dit, la problématique reste toujours d'actualité, mais on était sous une menace de sécheresse très sévère pour l'été qui arrivait. Et puis, donc, on poursuit ce cycle aujourd'hui avec cette thématique autour de l'empreinte carbone de nos assiettes. Donc, un peu la façon de travailler la programmation, c'est de partir de ces sujets et puis de chercher, aujourd'hui, quelles sont les publications, les travaux récents conduits sur la thématique en question. Et c'est durant ce travail de recherche que je suis tombé sur un rapport que vous avez, je crois, entre autres coordonnées, Madame Barbier, donc l'empreinte énergétique et carbone de l'alimentation en France, qui avait été un travail réalisé avec le soutien de l'ADEME et du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et c'est par ce biais-là que je suis arrivé en contact avec vous. Donc peut-être un petit mot pour vous présenter, mais je vous laisserai aussi compléter. Donc vous êtes chercheuse au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, basé à Montpellier. Vous avez encadré, coordonné plusieurs programmes de recherche en France, à l'international aussi, et toujours donc sur ces questions de prospective autour de l'énergie, du changement climatique et de l'implication en termes de politique publique. Voilà. Et donc ici, on voit bien ce sujet de l'alimentation. Il va soulever, on va le voir, des réflexions, bien sûr autour de nos propres modes de consommation, de nos propres modes de production. Simplement, je voulais dire que notre approche en fait de ces conférences, justement, c'est d'ouvrir la réflexion et pas forcément d'être en tout cas dans de l'injonction d'accord, parce que on sait qu'on est sur des sujets complexes avec des niveaux d'intervention qui peuvent être individuels, qui peuvent être à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle du territoire et bien au-delà, Donc c'est bien dans cette vision-là qu'on vous a sollicité, et je crois que sans dévoiler le contenu de votre intervention, vous avez une approche par scénario qui s'inscrit justement dans cette logique-là, qui est que généralement ces travaux prospectifs, ce n'est pas du prédictif, et que forcément la réalité, c'est une composition généralement de scénarios, Voilà. En tout cas, merci d'avoir fait le chemin jusqu'à Forcalquier.
J'indique peut-être pour les participants que vous voyez un petit peu de technique autour de nous. Donc Pierre-Paul Giudicelli est à la caméra, il assure la captation voilà, de cette conférence. L'idée, voilà, c'est pour nous aussi d'élargir l'audience de ces conférences en les postant voilà, sur le site de l'USS et ainsi, voilà, petit à petit aussi constituer une base et nous positionner en tant qu'université de territoire aussi avec un certain nombre de ressources. Voilà. J'indique par ailleurs que ce cycle de conférences est rendu possible aussi avec le concours de la région Sud, voilà, sur cette programmation jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Et nous espérons voilà, pouvoir nous inscrire dans la durée. Je vous délivrerai le thème des conférences suivantes à la fin de celle-ci. Voilà, je laisse la parole à Madame Barbier. Merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Effectivement, donc je suis Karine Barbier. Je suis donc, comme ça a été dit, chercheur au CIRED, économiste de l'environnement. Le CIRED est un laboratoire qui fait beaucoup de prospectives à long terme, pas seulement pour la France, mais aussi à l'échelle mondiale, en fait, sur les questions de politique publique et de consommation d'énergie à l'échelle mondiale, en lien notamment avec les travaux du groupe intergouvernemental des experts pour le climat, le GIEC, dont vous avez sûrement entendu parler, puisqu'on a voilà, en fait, de la modélisation qui nous permet justement de faire ces scénarios, comment on arrive vers cette neutralité carbone, qui aujourd'hui est absolument indispensable si on veut arriver à limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés, comme s'y est engagée la communauté internationale. Alors, je vais essayer de vous faire une présentation un peu en 3 temps. On pourra voilà, s'interrompre si vous avez des questions, sur ces différentes parties, et puis après garder un temps suffisant pour la discussion. Donc ça fait quelques années, moi, effectivement, que je travaille sur la question de l'alimentation et donc l'impact de notre alimentation sur les émissions de gaz à effet de serre et sur le changement climatique. Je l'ai fait dans le cadre d'un groupe de recherche qui mêle voilà, plusieurs laboratoires. Il y a des nutritionnistes de l'INRAE, il y a donc des bureaux d'études qui travaillent aussi sur l'usage des sols et le domaine agricole. Nous-mêmes, au CIRED, on a aussi des compétences en matière de modélisation au niveau mondial, comme je le disais tout à l'heure, sur la production agricole. Donc, ça nous permet aussi d'intégrer cette partie-là. Et donc, on avait fait un premier travail sur l'empreinte carbone de l'alimentation qui vient d'être cité à l'instant. Et je vais vous présenter aussi la partie prospective qui fait l'objet d'un document un peu plus important, mais qui est quand même à peu près lisible. En fait, c'est notre souhait. Et qui détaille un certain nombre de scénarios et de visions du système alimentaire en 2050 pour la France. Donc, je parle bien là de travail sur la France, sur la faut que je me réveille pour l'après-midi. La population métropolitaine de la France et donc de son alimentation, donc ce dont elle a besoin, en intégrant ce qui vient de France ou ce qui vient de l'étranger, on en parlera tout à l'heure. Alors, juste deux petites images sur la question du réchauffement climatique. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais celle-ci montre la courbe de la hausse du réchauffement climatique en France depuis à peu près 1900, c'est-à-dire que les premières mesures en fait datent de cette époque, donc ça fait maintenant plus d'un siècle. C'est tous les points noirs et donc qui sont réanalysés dans cette courbe rouge. Et donc vous voyez évidemment que la température moyenne de la France est en hausse, notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale et le développement plus important de l'industrie et notamment aussi de la consommation de pétrole pour les transports. Donc on est aujourd'hui à plus 1,9 degré par rapport à ce qu'on appelle l'ère pré-industrielle, donc 1850 en gros. Et c'est un peu l'indicateur qu'on utilise sur ce réchauffement climatique. Et quand on dit qu'il faut essayer d'éviter à l'échelle mondiale d'atteindre 2 degrés,
Alors le monde est un peu plus faible que la France aujourd'hui, il est à 1,1, mais voilà, c'est cette manière de mesurer, et c'est vrai qu'il y a eu un rapport très particulier du GIEC sur la question des impacts en fait entre le fait d'être à 1,5 ou à 2 degrés par rapport à ce siècle passé et les conséquences que ça peut avoir qui sont déjà majeures, et donc on le vit voilà, aujourd'hui avec les étés qui se succèdent, les sécheresses, des événements climatiques extrêmes très importants, et donc c'est vrai que c'est vraiment dans ce cadre-là qu'il faut qu'on cherche à réfléchir, nous, et de voir justement comment on peut arriver à limiter le plus possible ce réchauffement climatique. Ça, c'est juste une autre image qui est, elle, tirée aussi des scénarios du GIEC. En fait, donc là, c'est à l'échelle mondiale. Vous avez donc les émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2020. Donc la première ligne noire que vous voyez là, qui est donc la courbe croissante des émissions de gaz à effet de serre à échelle mondiale depuis ces 50 dernières années, et ensuite les différents scénarios qui sont modélisés par les équipes de chercheurs dans le monde et qui sont ensuite retracés dans les rapports du GIEC. Et donc la partie rouge, c'est la partie, on va dire, tendancielle, c'est-à-dire ce qu'on peut imaginer si les politiques actuelles se maintiennent telles qu'elles sont, et il n'y a pas de politique beaucoup plus ambitieuse que ce soit bien sûr en Europe, mais dans toutes les régions du monde. Donc la fourchette, c'est l'incertitude, mais on peut considérer que la ligne rouge est plutôt à la hausse et à une stabilisation à long terme. Mais, donc on est sur des émissions très très fortes. Et sur la partie grise foncé, gris clair, là par contre, c'est ce que nous devrions faire, c'est-à-dire les politiques et mesures qui devraient être prises pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, pour arriver à peu près à 0 en 2100. Donc à l'échelle mondiale, encore une fois, ce qui est plus important pour les pays développés, puisque par personne on émet plus que les pays en développement. Et donc là, vous voyez bien que la pente est extrêmement rapide. Et le GIEC disait justement dans son dernier rapport qui est paru au printemps dernier qu'on avait en gros 10 ans pour vraiment prendre le bon chemin, aller vers cette bifurcation et réduire de manière très très importante les émissions de gaz à effet de serre. Alors juste un petit complément, c'est que parmi ces émissions de gaz à effet de serre, on considère qu'à peu près un quart de ces émissions proviennent de l'alimentation. Donc si on comprend, on y reviendra tout à l'heure, l'ensemble de la filière alimentaire du champ à l'assiette. Donc l'alimentation, évidemment, est un enjeu tout à fait important et pas des moindres, parce que c'est pas le plus facile, c'est pas le secteur plus facile pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est de considérer le système alimentaire dans sa totalité. Le système alimentaire, bon, vous imaginez, hein, donc c'est tout ce qui concourt à l'alimentation, tout ce qui fait que toutes les activités qui font qu'à un certain moment l'alimentation vient dans notre assiette. Et donc c'est l'ensemble de ces processus en fait qui sont impliqués pour permettre cette alimentation, y compris donc les intrants, tout ce qui est utilisé par les différents secteurs, notamment le secteur agricole, etc. Et ce système alimentaire, il évolue dans un contexte politique, économique, social particulier, puisque il est aussi le lieu de préoccupation, que ce soit de santé, économique, de revenus pour les agriculteurs, les exploitants, la sécurité sanitaire, la question bien sûr du bien-être animal, toutes les questions environnementales. Donc il y a un certain nombre de politiques qui sont enchâssées en fait et qui contraignent d'une certaine manière, qui façonnent le système alimentaire depuis très longtemps. Et donc forcément, il y a la question du changement climatique qui est une préoccupation parmi d'autres, mais il y a aussi bien sûr bien d'autres préoccupations sur lesquelles il faut travailler simultanément et trouver des synergies, notamment par exemple entre la santé et l'environnement. Donc alors maintenant, si on rentre un peu plus en détail sur la description du système alimentaire, il y a cette image que nous avons fait qui montre un petit peu les flux matières qui sont impliqués, puisque donc tout à fait à gauche vous avez la production végétale qui donc est indispensable à notre alimentation, qui est plutôt de 300 millions de tonnes pour la France, avec bien sûr un peu d'importation, d'exportation. Et puis ensuite, une partie va aller directement à l'alimentation humaine, donc au centre du schéma, et une partie relativement importante va à l'alimentation animale,
Vous savez bien sûr que les élevages ont besoin de beaucoup d'alimentation animale pour pouvoir nourrir leurs animaux, et donc au final il y a une certaine déperdition en fait de ces calories végétaux transformées en calories animaux, et à la fin on a à peu près 50 millions de tonnes de produits agricoles et alimentaires qui arrivent dans notre assiette, avec une petite partie animale, j'y reviendrai, et une partie végétale. Donc ça donne un petit peu une image en fait quelque part de l'efficacité du système, comme on pourrait dire en économie, c'est-à-dire avec des quantités très importantes de végétaux au départ, et puis ce qui arrive dans notre assiette à la fin à cause de la transformation, à cause du fait qu'on consomme, qu'on mange des animaux et de la viande, et puis bien sûr derrière il y a aussi des pertes dont on pourra reparler, mais ça fait partie un peu de ce schéma. Alors sur la partie alimentaire, là j'ai décrit dans ces deux camemberts notre assiette moyenne en France. Elle est en partie solide pour moitié et en partie liquide en fait en termes de poids par jour. On est autour de 2300 grammes d'aliments liquides ou solides par jour et par personne. Donc la moitié est solide, c'est ce que vous voyez donc là à gauche, avec les 2 tiers qui sont en gros des produits végétaux, que ce soit les céréales, les fruits, les légumes, les pommes de terre, les légumineuses, et puis 1 tiers qui a des produits animaux, où là c'est la partie rouge et rose que vous voyez tout à fait à gauche, qui sont soit la viande, soit les produits laitiers, soit les œufs, soit éventuellement le poisson. Donc retenez à peu près ce chiffre, 2 tiers, 1 tiers. Et l'autre partie, c'est la partie liquide. Évidemment, elle est moins impactante puisqu'elle demande moins de produits agricoles au départ, mais elle peut être impactante du point de vue de l'ensemble des boissons, des emballages qui sont liés à ces boissons, à la fabrication du verre, à leur transport, etc. Donc il ne faut pas forcément oublier cette partie-là, parce que ça peut avoir des conséquences aussi importantes du point de vue des consommations d'énergie qui sont mobilisées. On voit qu'il y a quand même là un cas, ou peut-être un peu plus, mais qui est simplement de l'eau du robinet, et tout le reste sont des liquides embouteillés. Donc ça interroge tout de même. Alors, il y a un premier élément dans ce système alimentaire, c'est l'idée que cette consommation, on peut déjà la questionner, puisqu'il y a des problèmes de santé qui sont importants. Vous savez probablement que l'obésité augmente de plus en plus en France, comme dans bien d'autres pays. Les questions de diabète, de maladies cardiovasculaires, certaines sont éventuellement liées à l'alimentation, mais aussi à la consommation de viande ou de gras en particulier. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il y a globalement, alors c'est des moyennes, une surconsommation en calories de 25%, et que donc probablement c'est là qu'on voit la synergie entre la santé et l'environnement. Si on arrivait justement à avoir des régimes nutritionnellement plus équilibrés, probablement on mangerait en moyenne un petit peu moins, et donc on aurait besoin de moins de production agricole en amont. C'est la même chose sur les protéines. Là, on le sait assez peu, mais on consomme beaucoup trop de protéines par rapport à ce qu'on a besoin, qu'elles soient végétales ou animales. Et en moyenne, on en consomme plus de 80% de trop, c'est-à-dire qu'on pourrait limiter presque par 2 notre consommation de protéines sans avoir de problème de carence particulière. Donc, c'est intéressant de le savoir, parce qu'on s'aperçoit souvent que on a besoin, on a toujours l'impression qu'on va manquer, que les enfants vont manquer de protéines, etc. En fait, c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment des cas très particuliers pour des personnes âgées qui sont sous-nutries. Mais dans la grande partie de la population, on n'a pas de problème. On pourrait donc, en théorie, limiter notamment nos protéines animales, puisqu'elles ont des conséquences environnementales importantes, en soi, sans forcément les remplacer par autre chose. Alors, pour aller directement sur les conséquences en termes de gaz à effet de serre, après on reviendra un peu en détail sur l'agriculture, les transports, les différentes étapes du système alimentaire. Mais si on prend donc notre système alimentaire aujourd'hui, donc dans les dernières années, et leur impact en termes de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, donc là à gauche vous avez la partie énergie, et vous avez les différents secteurs qui sont pris en compte dans le système alimentaire, donc l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, les transports qui sont en noir et gris,
selon qu'ils sont en transport intérieur ou domestique ou le transport des ménages pour aller faire leurs courses. Et puis en bas, en bleu, vous avez la grande distribution, donc le tertiaire pour aller vite, qui est dédié à l'alimentation. Et puis en bleu foncé, les consommations d'énergie au domicile des ménages. Donc ça fait un panorama global des différents secteurs qui sont pris en compte. Donc au niveau de l'énergie, c'est relativement partagé dans les différentes étapes de la filière. Par contre, quand on passe au gaz à effet de serre, la partie jaune augmente beaucoup plus, comme vous pouvez le voir, donc c'est les 2/3, et c'est la production agricole. Alors que les autres secteurs sont moins importants. Alors pourquoi ça? Vous le savez probablement, ça sera pas un scoop. Parmi les gaz à effet de serre, il y a le CO2, qui vient essentiellement des énergies fossiles, donc la consommation de carburant, la consommation d'énergie pour le chauffage, etc., ou pour les matériels agricoles. Donc c'est pour ça qu'il y en a une partie en agriculture. Donc les CO2 est représenté en vert clair dans le cercle intérieur. Et puis il y a aussi le méthane, le CH4, et le protoxyde d'azote. Alors le méthane, c'est en vert moyen, c'est issu essentiellement des ruminants. Donc comme vous le savez, à la fois, je redétaillerai après, mais bon, c'est essentiellement le processus de digestion des ruminants qui émet du méthane. Donc c'est quand même relativement important, c'est le deuxième gaz de tout ce système alimentaire. Et puis en vert foncé, vous avez le protoxyde d'azote qui vient en fait essentiellement des engrais minéraux azotés qu'on utilise dans les grandes cultures de manière assez importante. Et donc cet azote se pénètre dans le sol, mais aussi est volatilisé, se transforme en N2O, et c'est un fort gaz à effet de serre. Le méthane, c'est à peu près 28 fois plus impactant sur le réchauffement climatique que le CO2. Et le N2O, donc l'azote, c'est 300 fois plus. Donc même si c'est des plus faibles quantités, il y a un impact là très important qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça qu'en fait l'agriculture devient le secteur essentiel dans les émissions de gaz à effet de serre du système alimentaire. Les autres, bien sûr, sont importants. Vous retrouvez le transport en gris là, qui est autour de 20% en fait de l'empreinte carbone de l'alimentation. Et donc voilà, ça vous donne une image à peu près de ce à quoi du niveau où on est aujourd'hui. Donc à peu près pareil, en France, 25% de nos émissions de carbone, de gaz à effet de serre en général, proviennent de notre alimentation, et donc c'est celle-là et qu'il faut essayer de diminuer de manière importante. Un dernier peut-être élément sur la partie agriculture pour aller un peu plus en détail sur les émissions de l'agriculture. Donc vous avez là aussi les différents gaz à effet de serre. Ce qui est donc noir, c'est le CO2, jaune c'est le CH4, le méthane, et bleu c'est le protoxyde d'azote. Donc ce qu'on appelle les émissions indirectes, c'est vraiment les émissions de l'agriculture ou de l'élevage, donc le fait de cultiver ou d'élever des animaux. En haut, en bleu, donc vous avez toute la partie engrais minéraux azotés. Donc ces engrais qui sont utilisés dans les cultures de manière importante, ils sont interdits en agriculture biologique, mais voilà, c'est sur une filière particulière. Ensuite, vous avez les fermentations entériques, donc c'est la digestion des ruminants. Les effluents d'élevage, les déjections animales aussi produisent du méthane quand elles sont sur le sol et qu'elles sont en putréfaction, donc il y a du gaz qui se dégage. Et puis les consommations d'énergie de tous les équipements, bâtiments, agricoles, etc. Et en bas, vous avez ce qu'on appelle les émissions indirectes, qui sont des émissions en amont faites pour la fabrication des engrais azotés, pour la production d'énergie qu'on va utiliser dans les bâtiments et les transports, et puis pour les autres intrants. Donc ça vous donne un détail de ces différentes émissions à l'échelle de l'agriculture. Ensuite, si on découpe ça plutôt par produit, pour revenir un peu, pour reconnecter ça à l'alimentation, on va avoir donc sur la gauche, ça vous donne une idée des ordres de grandeur, entre les produits végétaux qui sont plutôt en bas. Vous avez les pommes de terre, les fruits, les légumes, les céréales sur le bas, donc qui sont plutôt à faible émission de gaz à effet de serre par an, mais aussi par kilo produit. Et puis sur le haut, vous avez plutôt les produits animaux, notamment évidemment les ruminants, les bovins, les ovins, qui sont les plus impactants, le lait qui en général vient bien sûr des bovins, et puis le porc et la volaille. Donc là, c'est des émissions par an, c'est-à-dire que c'est
à la fois les émissions par kilo produit multipliées par la consommation française et la population française. Je ne vais pas m'étendre, mais sur l'autre partie en vert, vous avez les mêmes impacts en termes de surface mobilisée, donc en mètres carrés par personne, cette fois-ci. Et c'est assez similaire dans le sens où, bien sûr, tout ce qui est élevage va consommer beaucoup d'espace, j'y reviendrai après, par les prairies et par notamment l'ensemble des céréales aussi qui arrivent pour l'alimentation animale. Alors, justement, en parlant de surface, on a regardé en fait sur la surface agricole utile en France comment ça se partageait. Donc vous avez bien sûr une partie, donc c'est le schéma là de gauche avec toutes les grandes cultures, donc les céréales, les oléoprotéagineux qui sont là sur la droite du graphique. Et puis après vous avez d'autres cultures, les cultures fourragères. Donc là on tombe de nouveau sur l'alimentation animale, les prairies, puis donc qui est la partie principale en fait. Puis le reste sont des cultures voilà industrielles. Comme les betteraves, etc., ou le maraîchage et l'arboriculture, mais qui consomment très peu d'espace. Et donc, en fait, si on reconstruit cette surface agricole utile et on le met en fonction des différents produits qu'on a dans notre assiette, on s'aperçoit en fait que 80% de cette surface utile est mobilisée pour l'élevage. On va avoir les prairies, on va avoir à peu près la moitié de tout ce qui est produit en céréales et oléoprotéagineux qui finissent aussi pour l'alimentation animale. Et donc, en fait, c'est du point de vue de l'occupation de l'espace. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de prairies où on ne pourrait pas faire autrement, hein, des prairies de montagne, etc. Mais il y a aussi pas mal de prairies qui sont temporaires. Et donc, ça donne une idée, en fait, de la manière dont l'assolement en France est organisé et le fait qu'en fait, il y a quand même énormément d'espaces qui sont liés à notre consommation de viande. Et que donc, à l'avenir, si on choisit de manger moins de viande, on peut avoir des espaces qui se libèrent, ou au moins avoir un élevage un peu plus extensif, éventuellement libérer des terres pour faire de l'alimentation végétale directement pour l'alimentation humaine, etc. Donc, il y a quand même des marges de manœuvre très importantes. Ce n'est pas exactement le territoire français, parce que là, c'est une question d'empreinte, donc il y a une partie qui est en France et une partie qui est à l'étranger. Mais bon, ça ne change pas grand-chose sur les ordres de grandeur. L'important, c'est cette idée que vraiment l'essentiel de la surface agricole utile en France et à l'étranger pour notre alimentation est occupé par l'élevage. Donc essentiellement en ruminants, ovins, caprins, puisque pour le porc et la volaille c'est un peu différent. Là, c'est plutôt des surfaces de céréales qui sont mobilisées. Une autre image, alors vous avez beaucoup de graphiques, hein, j'espère que vous n'êtes pas trop perdus, on pourra en rediscuter. Là, c'est la même idée, mais c'est en fonction de régime alimentaire. Donc, on a divisé, on va dire, la population en cinq groupes de mangeurs. En fait, les gens qui sont plutôt végétariens tout en haut, pécétariens, donc c'est ceux qui mangent que des poissons comme protéines animales. Et puis, il y a 3 niveaux de consommateurs de viande, 30 grammes par jour, 75 grammes par jour, 170 grammes par jour. Aujourd'hui, en moyenne, dans la population française, on est à peu près à 110 grammes par jour de viande et par personne. Donc, on est quelque part entre la dernière barre et celle d'avant. Et donc là encore, de nouveau, vous avez donc pour ces régimes alimentaires avec la composition aujourd'hui connue à partir d'enquêtes auprès de la population, la consommation par type d'aliments et l'impact sur les gaz à effet de serre que ça représente. Il faut savoir que la consommation de viande, elle est vraiment très très différente selon les gens. On peut avoir les 10% qui consomment le moins mangent autour de 20 grammes et ceux qui en consomment, les 10% qui en consomment le plus mangent facilement 250 grammes par jour par personne de viande. Donc c'est très 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 varié. Le genre joue beaucoup entre les femmes et les hommes et puis ensuite derrière il y a plutôt on va dire le bagage culturel, le niveau d'études qui peut aussi être un deuxième élément différenciant un peu les niveaux de consommation de viande. À droite, vous avez les surfaces, mais moi je ne rentre pas en détail pour ne pas être trop long. Alors, ça c'était un premier panorama sur la situation actuelle, le système alimentaire, notre alimentation. Alors sur la partie, on va dire un peu prospective, c'est-à-dire donc, quelque part c'est une manière de discuter de comment on pourrait faire autrement.
essayer de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Alors, il n'y a aucun scénario qui limite le système alimentaire, les émissions à zéro, parce que, on en reparlera, mais parce que c'est un secteur assez difficile à traiter. Ce qu'on a fait, notre équipe de recherche a été mobilisée dans des scénarios qui ont été faits par l'ADEME. Je ne sais pas si l'ADEME, ça vous parle, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie, qui est donc une agence à l'échelle nationale, qui a donc fait il y a un an des scénarios qui s'appellent Transition 2050, donc qui couvrent la totalité de l'économie française, hein, tout secteur confondu, et qui vise à faire des scénarios neutres en carbone en 2050. Et donc elle a dessiné ils ont travaillé sur 4 séries de scénarios, 4 scénarios, et nous on a fait la partie agricole de ces scénarios, et en même temps on faisait à côté notre scénario du système alimentaire avec cette idée d'empreinte en fait, donc de pas juste regarder le secteur agricole, les transports, etc., mais de regarder ce que mange la population française, d'où ça vient et quelles sont toutes les étapes et toutes les consommations d'énergie qui ont eu lieu en amont et les émissions de gaz à effet de serre. Donc, juste pour vous dire que les graphiques qui vont suivre, en fait, ils vont emprunter à ces différents scénarios. En gros, on a 2 scénarios pour aller très vite, qui sont vraiment une évolution des modes de vie, donc génération frugale et coopération territoriale, où on va beaucoup plus sur l'économie de ressources naturelles, l'économie de ressources agricoles, de surface, voilà, y compris du point de vue du développement des villes. Donc, on est beaucoup sur un changement dans les modes de consommation et de production, avec ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la sobriété, donc l'idée de faire moins et de faire mieux, on peut dire ça comme ça. Et puis les 2 scénarios qui sont de l'autre côté, celui-là, le scénario tendanciel serait un peu entre les deux là, c'est-à-dire un scénario technologie verte ou pari réparateur qui se base beaucoup plus sur le recours à de nouvelles technologies, donc qui ne change pas fondamentalement nos modes de vie et nos modes de consommation ou nos modes de production, donc en l'occurrence ne change quasiment rien à notre régime alimentaire si on veut parler de l'alimentation. Et par contre, ils considèrent que voilà, on va avoir des équipements beaucoup plus performants, plus efficaces, des véhicules électriques, les camions électriques ou à l'hydrogène, et y compris des technologies qui ne sont pas forcément matures aujourd'hui, et qui, notamment dans Paris Réparateur, voilà, vont assez loin dans l'idée qu'on va trouver des technologies qui vont permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et notamment dans ces 2 scénarios, il y a ce qu'on appelle le captage du CO2 dans l'air, c'est-à-dire qu'on émet quand même trop de gaz à effet de serre, donc on va les capter à la sortie voilà, des usines, des centrales, etc., et on va les réinjecter dans le sol pour pouvoir éviter d'émettre dans l'atmosphère. Donc c'est des scénarios voilà, qui se basent beaucoup plus sur des développements et des investissements dans les technologies de manière très forte. Alors, pour revenir sur la question de l'alimentation et du système alimentaire, en fait, du point de vue de la demande, les principaux leviers, là, on sont un peu listés. Donc, je parlais tout à l'heure de la question de notre consommation de manière globale, quoi, en termes de grammes par jour et par personne. Évidemment, selon le niveau de perte et gaspillage, parce qu'il y en a quand même une partie importante tout au long de la filière, et si on arrive à limiter ces pertes, on a moins besoin de production agricole. La même chose sur la surconsommation de protéines et de calories. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Selon les scénarios, donc notamment dans le scénario génération frugale et coopération territoriale, on va limiter de manière plus importante la surconsommation de protéines, arriver à des régimes alimentaires qui soient équilibrés et qui se diffusent en grande partie dans la population. Donc c'est sans surprise, vous voyez que la consommation de viande va aussi différer selon les scénarios, la consommation de fruits et légumes de saison, donc là c'est beaucoup plus sur la question des transports, dont on reparlera tout à l'heure, et puis l'idée justement d'éviter la consommation de produits qui viennent de loin aussi pour des raisons de transport, et d'essayer de relocaliser au maximum à la fois la production agricole, donc de tourner la production française vers le marché français, et pareil pour la transformation, puisqu'il y a énormément de produits, notamment en Europe, de produits transformés qui passent les frontières dans tous les sens et génèrent beaucoup de trafic. Voilà, donc j'avance un peu, pas prendre trop de temps. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que selon les scénarios, on a changé, on va dire, la pondération entre les différents groupes de ménages.
Donc, pour prendre le scénario S1, qui est les générations frugales, donc là où le régime alimentaire évolue le plus, en fait, on va avoir un peu plus de végétariens en vert là-haut, donc à peu près 30%, en fait. On évolue aujourd'hui, on est à 5%, je pense. Donc cette part notamment on peut imaginer des jeunes qui sont aujourd'hui végétariens et qui vont rester végétariens et que donc cette part va augmenter dans la population à hauteur de 30%. Après on va avoir des plus petits mangeurs, ce qu'on a appelé flexitariens, c'est-à-dire des gens qui mangent moins de 50 grammes par jour et par personne de viande, donc voilà, ils mangent soit un jour sur deux ou seulement un repas, ou alors des plus petites portions, etc. Donc ils sont globalement un peu moins consommateurs de viande et de produits animaux. Et puis en bas, donc les rouges et roses, ça reste plutôt voilà, les consommateurs assez traditionnels de produits animaux. Et donc il y a une évolution voilà, du régime alimentaire moyen de la population à cause de la pénétration de ces différents régimes. Et comme ça, vous comprendrez mieux les résultats qu'il y a ensuite. Alors là, c'est plutôt sur les pratiques agricoles et les modes de culture. Donc là, c'est particulièrement sur la question de la production végétale, de grandes cultures. Là aussi, on a fait des hypothèses pour faire évoluer ces pratiques agricoles. Donc notamment faire pénétrer dans les premiers scénarios S1, S2, notamment l'agriculture intégrée, c'est-à-dire où on va beaucoup plus vers l'agroécologie avec la plantation des haies, l'agroforesterie, etc. On a une part plus importante d'agriculture biologique. Donc l'agriculture biologique c'est en vert, donc c'est 50% ou plus en fait de l'entièreté de la production en grande culture qui passe en agriculture biologique. Et puis, sur les scénarios S3 et S4, on va garder une agriculture plus conventionnelle, notamment dans le 4, qui est toujours importante. Donc, encore une fois, voilà, selon ces différentes visions qu'on vise à avoir en 2050, on va faire évoluer les pratiques agricoles. Donc, bien sûr, la conséquence, c'est moins d'intrants pour S1, S2, moins d'engrais minéraux azotés, donc moins d'émissions de protoxyde d'azote, notamment pour ces cultures végétales. Sur les élevages, on va aussi avoir une différence qui est moins importante en fait, puisque donc on a une réduction du cheptel plutôt dans les premiers scénarios S1, S2. Donc SA, c'est la situation actuelle, en fait, c'est la situation d'aujourd'hui. ST, c'est le scénario tendanciel, donc ce qu'on peut projeter avec les politiques actuelles et avec vous savez les difficultés aussi de l'élevage aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup d'exploitations qui ne sont pas reprises. En fait, il y a à peu près 200 000 exploitations, je crois, dans les années prochaines qui seront, dont les agriculteurs partiront en retraite, agriculteurs ou éleveurs. Et donc, toute la question, c'est comment ces exploitations vont être reprises. Donc, en général, les terres sont rachetées par les voisins, mais il y a quand même une partie d'exploitations qui ne sont pas reprises. Donc, de toute façon, en France, on a une tendance à la baisse, une matière assez nette de l'élevage de manière générale, à cause de ça, à cause notamment des difficultés à la fois économiques de ces exploitations, mais aussi le fait que ça attire moins de jeunes qu'aujourd'hui. Alors, donc finalement, les scénarios où les cheptels diminuent, vous verrez que c'est, en valeur absolue, c'est pas très différent. Par contre, effectivement, il y a des choix qui ont été faits en collaboration avec l'ADEME sur le fait, pour les bovins, de privilégier plutôt les vaches laitières pour garder une certaine production de lait. Et puis le fait de maintenir plutôt aussi les ovins, parce que souvent, ou les caprins éventuellement, parce que ce sont des troupeaux qui vont sur des prairies moins riches où probablement on ne pourrait pas faire autre chose. Et donc maintenir ces prairies, maintenir les paysages, maintenir les zones de montagne. Le cheptel de brebis est à peu près maintenu sur la période par rapport à aujourd'hui. Et donc on va dire qu'il faut même une certaine volonté pour maintenir ce cheptel, alors que dans le scénario tendanciel, il y a une chute très importante des exploitations ovines aussi. Et donc là, à droite, on est sur la volaille. Donc là aussi, il y a un tassement de la production de volaille. Bon, ça vous donne, c'est simplement pour vous donner un peu une image de ce qu'il y a dans ces scénarios et des résultats qu'on aura après.
Je ne détaille pas trop parce que l'heure passe, mais on a calculé derrière voilà, la part qui est dans les engrais, en fait, c'est la part qui vient de compost, donc qui sont obtenus par fixation symbiotique, comme ils disent, c'est-à-dire par exemple la plantation de légumineuses qui permettent de stocker de l'azote dans le sol, ou toutes les pratiques qui permettent de maintenir la qualité des sols et de stocker le carbone dans le sol. Et par contre, tous les engrais minéraux azotés qui sont en marron chutent pour certains scénarios, ce qui permet de limiter les émissions de protoxyde d'azote aussi. On a aussi une évaluation sur les consommations d'eau pour l'irrigation. Et là encore, il y a plus d'efforts qui sont faits dans les scénarios S1, S2. Sur les méthodes d'irrigation, mais aussi sur les variétés qui sont utilisées, les variétés de céréales, etc. Donc là, vous avez le résultat de ces différentes hypothèses. En fait, sur la partie agricole, donc selon les scénarios, vous voyez qu'on va quand même limiter de manière assez conséquente les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre en général dans l'agriculture, pour génération frugale et coopération territoriale par rapport à d'autres. Alors on divise pas par 2, par 3, hein, on divise plutôt par 2, où on baisse de 40%, 50%. Il y a encore des gaz à effet de serre qui sont maintenus parce qu'on continue de manger et de boire du lait ou de manger des bovins, on continue, on substitue pas complètement les engrais minéraux azotés non plus. Donc on essaie de contenir, mais on n'arrive bien sûr pas à zéro en 2050. Tous ces scénarios donc, tiennent compte des importations. Aujourd'hui, en quantité, c'est à peu près 15 ou 18% de nos aliments qui proviennent des importations. Donc on pourrait dire que c'est pas tant que ça. Et c'est notamment les fruits et légumes. On en parlait tout à l'heure. Le poisson, bien sûr, n'en parlons pas, puisque là, il y a quand même très peu qui viennent de nos côtes. Mais là, c'est donc une image, en fait, selon les différents produits, de la partie importée en rouge. Derrière, il y a bien sûr, on a fait toute une évaluation des pays fournisseurs de la France, y compris par des pays intermédiaires hein, qui arrivent dans des ports européens, puis ensuite ça revient en France, etc. Donc on a schématisé et cartographié l'ensemble de ces flux et on a derrière mis les transports actuels qui sont utilisés, donc que ce soit la partie à l'intérieur du pays d'origine, donc pour aller jusqu'au port par exemple, donc les camions ou les trains éventuellement, puis ensuite la partie maritime si c'est une partie maritime, puis en fait la partie en France et en Europe, éventuellement routière. Donc pour avoir une idée, ce qui est bleu c'est le maritime, ce qui est foncé c'est plutôt le routier, qui est gris clair ou gris foncé c'est du routier en grande partie. Et donc on s'aperçoit en fait que même si on ne consomme que 15 ou 18% de produits importés, du point de vue des transports, parce qu'on va multiplier ça par des milliers de kilomètres, ça devient extrêmement important. Et cette barre-là, en fait, schématise la part, en fait, du trafic, en fait, de l'ensemble de nos produits, enfin, de l'ensemble des denrées nécessaires à notre alimentation. Donc là, il y a une partie, là, c'est le trafic, c'est le CO2. Et donc il y a la partie maritime où on le voit qui est relativement importante. Mais voilà, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a quand même j'ai mis une accolade là. Les fruits et légumes, c'est plusieurs postes en fait. C'est vraiment un quart du trafic en fait qui est mobilisé par les fruits et légumes. Donc c'est quand même un tiers des émissions, c'est important. Et puis ce qui arrive aussi de manière très importante, c'est l'alimentation animale. En fait, c'est les tourteaux qui viennent notamment du Brésil, les tourteaux de soja. Il y en a qui viennent d'ailleurs aussi, mais c'est les postes les plus importants des importations, c'est ça en fait, hein, les fruits et légumes et les tourteaux pour l'alimentation animale. Alors, quand on regarde ces quantités, c'est à peu près 34 millions de tonnes importées dans les années récentes. Les 2 tiers viennent d'Europe et 1 tiers vient du reste du monde. En Europe, donc c'est plutôt partagé alors, avec pas mal de fruits et légumes, bien sûr, qui viennent d'Italie ou d'Espagne. Et puis après, quand on va sur des pays beaucoup plus lointains, des autres continents, on a beaucoup plus justement les tourteaux, les huiles, les oléoprotéagineux, tout ce qui est en orange, là, de différentes teintes. C'est ça, en fait, des céréales, des tourteaux. Là, c'est essentiellement les tourteaux de soja qui viennent d'Amérique du Sud. Donc voilà, ça donne une image
de nos importations en quantité. Et ensuite, si on fait évoluer donc dans un scénario, enfin si on essaye de considérer qu'on peut essayer de relocaliser une partie de cette production, donc notamment de tourner notre production agricole intérieure vers le marché intérieur. Donc on limite quelque part le commerce international. Donc il y a beaucoup d'exportations qu'on peut un peu diminuer et plutôt faire en sorte que cette production de céréales ou d'autres denrées aille à la consommation intérieure. Bien sûr, on va limiter assez fortement nos importations. On va les limiter aussi à cause de la demande alimentaire qui est plus faible, dont je parlais tout à l'heure, dès le moment où il y a moins de gaspillage, il y a moins de surconsommation, il y a moins de viande et de produits laitiers qui consomment eux-mêmes beaucoup de végétaux en amont, etc. Donc on a une demande alimentaire, une demande agricole qui est plus contrainte, qui est plus limitée. Et bien sûr, ça va nous permettre de moins importer, puisque le sol français suffira beaucoup plus à la production dont on a besoin. Alors, je repasse sur les cartes du monde, et là, en fait, je voulais vous montrer celle-là, puisque tout à l'heure, on voyait les quantités, et là, maintenant, c'est à l'échelle des transports. Donc, l'unité de trafic, c'est des tonnes kilomètres, donc c'est une tonne qui parcourt 1 kilomètre. Et donc, évidemment, quand on est sur des longues distances, on est sur du 5000 à parfois 10 000 kilomètres, en fait. Et donc, ces 34 millions de tonnes qu'on importe, elles vont passer à 200 milliards de tonnes kilomètres, puisque voilà, les distances sont très importantes, et donc le poids des importations dans le trafic est beaucoup plus important. C'est ce que j'ai mis tout à fait à droite en haut, là. Aujourd'hui, en fait, ce transport, il est déjà aux 3/4 lié à nos importations. Donc le 3/4 des trafics du système alimentaire est lié aux importations, à cause des distances, en fait. Et par contre, dans les autres scénarios, on pourrait réduire de manière très importante, en fait, cette part, si on divise par 3 nos importations, dans Génération Frugale en particulier, on va limiter beaucoup notre trafic à 27 milliards de tonnes kilomètres, et du coup, les importations, le trafic lié aux importations va tomber à 39%. Bon, sans vous asséner trop de chiffres, en fait, vous voyez que dès le moment où on va importer et importer de loin, on va avoir un impact extrêmement important sur le transport, sur la consommation d'énergie fossile liée au transport. Bien sûr, c'est surtout le routier, mais le maritime, c'est aussi important, même si ça consomme moins au kilomètre. Ça reste des longues distances, donc ça pèse quand même de manière importante. Une image sur la question des surfaces, puisque à chaque fois on a fait cette évaluation par surface. Là aussi, donc les surfaces agricoles de nos importations en Europe à gauche, et les surfaces mobilisées de nos importations dans le reste du monde à droite. Et donc c'est à peu près, donc je disais tout à l'heure, 28 millions d'hectares la surface agricole utile en France. Il y a donc une partie, à peu près 10 millions de tonnes, enfin 10 millions d'hectares, pardon, 10 à 12 millions qui servent à l'exportation, et par contre on va réimporter encore plus millions d'hectares, donc ces surfaces qu'on utilise pour notre consommation à nous. Et donc pareil, on va pouvoir réduire de manière importante ces surfaces si on importe moins, avec évidemment les problématiques de déforestation qu'il peut y avoir derrière, qui sont bien sûr un truc important. Donc, je vous ai montré là. Donc ça, je crois que c'est ma dernière diapo ou avant-dernière. Donc c'est le bilan global pour terminer des émissions de gaz à effet de serre dans ces différents scénarios. Aujourd'hui, on est encore à plus que ça. On est à 160, si vous vous souvenez, le tout premier chiffre que je vous avais montré, 160 millions de tonnes de CO2. Là, quand même, dans le tendanciel, parce qu'il y a quand même des politiques qui sont mises en place, notamment sur la partie émissions de CO2, sortir des énergies fossiles et tout ça, on va avoir limité nos émissions de gaz à effet de serre. Mais entre les différents scénarios, on a quand même des différences importantes. Et on descend à 40 millions de tonnes de CO2 dans Génération Frugale, ce qui permet d'être quand même divisé par 4 par rapport à aujourd'hui. C'est quand même assez sensible. Alors, on n'arrivera pas à la neutralité carbone, mais on arrive à une baisse relativement importante si on fait l'ensemble des efforts sur les différents secteurs du système alimentaire. Voilà et puis une petite page de pub sur les différentes publications que vous pouvez trouver sur le site du CIRED. En fait, s'il y en a qui ont vraiment envie d'aller
aller voir de près tous ces graphiques. Et là, j'ai amené trois exemplaires du dernier, si des personnes intéressées.